Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans cette conférence sur le juriste augmenté. Nous avons la chance, et vous avez la chance, d'avoir un intervenant d'un niveau tout à fait honorable pour vous présenter cette conférence sur le juriste augmenté. Cette conférence est organisée par l'École supérieure des métiers du droit, dont je suis humblement le fondateur. Et au départ, cette conférence devait être assurée, comme vous avez dû le voir dans de nombreux réseaux sociaux, par M. Thomas Saint-Aubin, qui est membre de notre comité pédagogique et qui, bien évidemment, se faisait un plaisir de faire cette conférence. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez dû être au courant, il y a une grève de la SNCF et M. Thomas Saint-Aubin n'a pas pu nous rejoindre en raison d'une grève qui l'empêche d'être présent à Paris. Mais, ça c'est pour le côté sympathique vis-à-vis de Thomas. Mais quand j'ai su, et j'ai appris, tardivement certes, que c'était M. Arthur Sauzet qui allait remplacer Thomas, j'ai remercié la SNCF d'avoir fait grève. Pourquoi? Parce que M. Sauzet est également enseignant à la SND, et M. Sauzet, petite anecdote, j'ai une fille qui est étudiante, qui a fait ses études de droit à Assas, qui est maintenant évidemment juriste important, m'a dit « Ah bon, c'est Arthur Sauzet qui fait la conférence samedi, mais tu ne pouvais pas me le dire, je me serais déplacé. » Pour Thomas, non, elle le connaît trop bien, mais pour M. Arthur Sauzet, oui, elle n'a pas pu quand même se déplacer, ce qui prouve qu'il ne suffit pas de parler, il faut aussi agir. Donc, au nom de l'ESMD, au nom des étudiants et étudiants de l'ESMD dont j'ai le plaisir de voir certaines têtes connues, nous allons commencer cette conférence du juriste augmenté. Le juriste augmenté, c'est quelque chose de très novateur. Il faut savoir que l'ESMD n'a pas la vocation à être un concurrent des facultés de droit traditionnelles, même si notre doyen est l'ancien président de Paris 1 et le fondateur d'Erasmus, c'est le président Jacques Sopelsa, pour ceux qui iront dans les réseaux pour nous connaître. Pourquoi? Parce que nous avons déjà en amont travaillé avec les présidents de Paris Panthéon-Assas et la présidente de Panthéon de Paris 1, bien évidemment, et même la directrice de l'école de droit, pour présenter notre projet. Pour bien montrer que nous n'avons pas vocation à, comme d'autres écoles, si vous n'avez pas pu réussir à la fac de droit parce que c'est trop compliqué pour vous, parce que c'est très sélectif, parce que Parcoursup ne vous a pas sélectionné, ce n'est pas cet objectif-là que nous avons au départ. Nous, au départ, c'était un constat de l'évolution des métiers du droit, avec toutes les obligations légales, avec l'évolution des nouvelles techniques, avec le métavers, avec les blockchains, avec les RGPD. Il fallait qu'il y ait des acteurs qui soient préparés à rentrer dans l'entreprise en étant formés, en étant complètement opérationnels dès les premiers jours du moment où on leur demande de faire certaines actions. Et c'est pour ça qu'on a créé également un bachelor pour des étudiants qui sortent du bac et qui feront un B1, B2 et B3 pour déjà les préparer à rentrer dans les entreprises. Et c'est pour ça que nous avons l'honneur de parler du bachelor du droit des entreprises. Puis ensuite, nous avons créé des Master 1 et Master 2 complètement orientés dans le sens de l'entreprise. Nous souhaitons, dès la première année, que nos étudiants s'intègrent à l'entreprise et s'intègrent surtout aux nouvelles données des métiers de demain. Nous créons le droit autrement, mais aujourd'hui c'est le droit autrement, mais c'est surtout le droit de demain. D'où l'intensité de notre force, le droit, l'école des juristes d'entreprise. Il y a dans cette salle des étudiants, comme je vous l'ai dit, des étudiants de l'ESMD, au parcours varié. Il y a des étudiants qui sont en première année, des étudiants qui sont en deuxième année, des étudiants qui sont en quatrième année, et des étudiants qui sont en cinquième année, dans les différents masters que nous avons organisés. Donc, peut-être qu'à la fin de la conférence, puisqu'on parle de concurrence, lapsus linguae difficile, vous aurez peut-être des questions à leur poser dans le cadre du salon, puisque nous avons la chance et l'honneur d'avoir été invités au juristé. Donc, je laisse la place à Maître Arthur Sauzet pour cette conférence
sur le droit augmenté, toute petite dernière intervention, le juriste augmenté, c'est grâce au directeur général du programme M2 de l'EDEC, je pense que certains d'entre vous savent qui est l'EDEC, une des plus grandes écoles de commerce de France, et c'est donc le directeur de l'EDEC, de ce programme, qui est le pape de cette notion de juriste augmenté, et nous avons l'honneur, l'avantage et le privilège d'avoir été acceptés auprès de ce monsieur comme étant suffisamment pertinent pour que nous puissions vous présenter le juriste augmenté. Je l'en remercie, même s'il va nous entendre après par raison interposée, et je remercie vraiment, vraiment monsieur Arthur Sauzet d'être intervenant pour cette très belle conférence. C'est l'avenir de demain des futurs juristes. Merci. Merci beaucoup. J'ai un micro aussi. Merci beaucoup et rendons à Christophe Rouquille ce qui est à Christophe Rouquille. Écoutez, je suis très heureux d'être là parmi vous, aussi très honoré. Je suis un peu moins habitué d'être devant un public d'étudiants qu'un public professionnel, donc j'espère que je serai suffisamment clair, pédagogique, et pour le coup, vraiment, s'il y a des choses que je dis que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me couper. L'idée, c'est qu'on soit dans l'interaction, soit dans l'échange, il n'y a pas de mauvaises questions. Enfin, je veux dire, on peut parler de tout. Moi, je vais rester assis à ta différence parce qu'on est samedi matin, donc c'était vendredi soir, hier soir, donc je suis encore un peu en gueule de bois de la veille. Donc voilà, je vais tenter d'être pertinent quand même, malgré tout assis. Donc, on parle aujourd'hui là de juriste augmenté. Est-ce que vous avez déjà, certains d'entre vous, peut-être à main levée, entendu le terme juriste augmenté? Toi? Et est-ce que, pour tous les autres qui ne sont pas là, peut-être même vous, quelles étaient un peu vos attentes à venir à cette conférence? Parce qu'il faisait chaud, il y avait des croissants, ou parce que qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a dit, tiens, je vais venir au juriste augmenté? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, justement, je suis à l'ECMD, pour mon demain, et j'aimerais bien savoir justement un peu quelles sont les attentes pour le juriste de demain. Ouais. Toi? Moi, pour le coup, j'ai fait un master de droit entrepreneurial digital. À Paris-Saclay? Oui. Je t'ai eu en cours? Oui. Et pour le coup, c'est une formation justement qui vise à former des juristes, mais aussi des entrepreneurs. Et ce côté-là, entrepreneurial, me parle beaucoup. Et je sais qu'un simple juriste, c'est très bien, mais un juriste augmenté, c'est encore mieux parce qu'il a beaucoup plus de compétences qu'un simple juriste. Et puis il intègre aussi ce côté management, entrepreneurial, mais formation intellect. Voilà. Donc l'objectif, c'est justement d'en savoir plus sur ce côté pluridisciplinaire d'un juriste, et pas que juridique. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on va parler, c'est l'évolution en fait, des compétences du juriste et des compétences que tout juriste en fait, doit maintenant avoir. Pas simplement juste dire en 2023, mais pour 2025, pour 2030, on va essayer de prendre un petit peu sur une de projection, de rétrospective sur ce que demain sera le marché de l'emploi et comment dès maintenant il faut commencer à s'y préparer et à se positionner. Rapidement, je vais me présenter. Généralement, assez rapidement, mais vu que là on est face à un public étudiant, je pense que ça pourrait être intéressant de comprendre un petit peu le parcours depuis peut-être la licence. Vous êtes en licence, master aujourd'hui? Qu'est-ce qu'en licence? Ok, il y en a qui sont master? Ok. Donc comme ça permettra un petit peu, en tout cas, pour vous, de projeter sur un parcours qui initialement était assez classique. Donc moi, en fait, j'ai fait un bac scientifique classiquement. Après, je suis parti en double licence dans l'histoire, à l'Université d'Orléans. Donc j'ai commencé en province, je n'ai pas du sérail parisien, je n'ai pas de famille dans le monde du droit, du barreau. Et après, j'ai fait un master 1 et 2 en droit social et sciences humaines. Donc initialement, voilà, moi j'étais parti pour m'orienter classique dans le droit des RH, tout simplement, les relations entre employeurs et salariés. Personne n'est parfait, je sais. Et j'ai fait pas mal de stages en fait depuis la licence, tous les ans, des petits stages en licence, en master. Et après mon master 2, je me suis dit, bah tiens, en fait, de manière très opportuniste, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de concurrence pour rentrer dans les cabinets d'entreprises sorties de droit social. J'ai pas fait de fac parisienne. Je voyais que j'étais un petit peu parfois recalé au profit de personnes qui avaient fait Paris 1, Paris-Saclay, d'autres choses. Donc en fait, j'ai complété mon master par un autre master en école de commerce à l'EM Lyon
en management international. Initialement, c'était plus l'idée pour, de manière très opportuniste, être pris et passer avant les autres et avant notre collègue de promo dans la sélection, parce qu'on est en France et c'est très diplôme is diplôme. Et en fait, quand j'étais en école de commerce, là j'ai commencé à pas mal boire de café à l'incubateur de l'école de commerce. Il y avait des startups qui montaient des projets dans la RH, dans la finance, dans la food tech, dans plein de choses. Et j'ai entendu parler du mot big data, intelligence artificielle. Et en fait, je me rendais compte d'une chose, c'est que, enfin, ça a fait tilt, c'est qu'en fait, moi, durant mes stages que je faisais en cabinet d'avocat, etc., ben, j'avais quand même pas mal l'impression de faire souvent la même chose. Rédiger des contrats à base de copier-coller, les juges modifier les trucs, des recherches, j'avais l'impression de faire 10 fois la même recherche, de passer trop de temps, et en fait, je me suis dit, bah, il y a des choses qui sont potentiellement standardisables, automatisables. Peut-être qu'on pourrait aller chercher de l'information différemment. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation dans le monde du droit à ce moment-là. Ensuite j'ai passé le barreau, je fais l'école du barreau de Versailles. Et puis quand j'ai l'école du barreau, j'ai monté ma première... Monsieur Baller, qui est... J'allais parler de vous. On en était au parcours de l'EDAC. Et en fait, à l'école du barreau, donc je monte un premier projet LegalTech, où je développe une plateforme qui permet d'automatiser l'administration du travail d'intérêt général pour le ministère de la Justice. Donc en fait, on a fait le Tinder du travail d'intérêt général, c'est-à-dire qu'avant, les postes de TIG n'étaient pas forcément adaptés au profil des personnes condamnées. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait matcher les compétences qui étaient recherchées par l'entreprise, le profil de la personne condamnée, et on les faisait matcher, et aujourd'hui, c'est en vigueur dans les juridictions. Et à ce moment-là, quand je suis à l'école du barreau, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur qu'on voit derrière, qui s'appelle Stéphane Baller, qui était associé au sein du cabinet EY, qui est pionnier de ce nouveau monde, en tout cas, qui est d'innovation dans le monde du droit, et qui m'a dit, bah, tiens, viens chez EY, c'est sympa, les gens sont cool, on fait un peu d'innovation, etc. Et donc, après l'école, j'ai rejoint Stéphane pour, en tout cas, travailler sur tout ce qui est transformation, notamment en tant qu'avocat en droit social et chef de projet LegalTech sur le droit social pour travailler un petit peu plus efficacement. J'ai fait ça pendant 1 an, après je suis parti, j'ai monté la boîte de conseil en stratégie digitale pour les actes de droit. Donc j'ai accompagné direction juridique, cabinet d'avocats, start-up, fonds d'investissement, institutionnel, sur toutes les questions de transformation digitale, donc intégration des technologies, comment travailler plus efficacement, comment toi mieux communiquer, te positionner sur le marché. Et en fait, il s'avère comme quoi le monde est ainsi fait. J'ai eu EY comme client, en tant que prestat, et il y a à peu près 8 mois, j'ai été recontacté par EY qui voulait monter un département Legal Operations. Le Legal Operations, c'est une nouvelle matière. C'est-à-dire qu'en fait, on parlera aussi beaucoup de choses, on parlera pas de tout ça, on parlera de ce nouveau monde, on parlera de ces nouvelles matières, et aujourd'hui, il y a une matière qui existe depuis 10 ans, 15 ans en Angleterre, aux États-Unis, qui s'appelle le LegalOps. En fait, c'est ce que je faisais sans véritablement savoir que ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire que moi, je me disais, tiens, je vais aider les avocats, les directions juridiques à se digitaliser, à intégrer d'outils, à travailler plus efficacement. Et en fait, j'ai appris que ça s'appelait le LegalOps. Et dans pas mal de cabinets à l'étranger, il y a des départements LegalOps, comme des départements droit social, comme des départements corporate, comme des départements IP/IT. Et là, chez EY, ils voulaient monter un département LegalOps et ils m'ont proposé du coup d'en prendre la direction et de monter l'équipe et l'expertise en France. Et donc du coup, voilà, j'ai rejoint EY en juin dernier et du coup, voilà, je pilote ce département, on essaie de le faire grandir et on accompagne du coup les entreprises comme des avocats traditionnels, mais sur comment toi en tant qu'entreprise, en tant que direction juridique, tu vas travailler plus efficacement. Tu vas faire en sorte de mieux satisfaire tes clients internes, le cas échéant, par la technologie. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, nous on se voit comme des incubateurs de juristes augmentés dans les entreprises. Et en fait, autant à l'époque, il y avait quelques petits juristes un peu augmentés, comme nous, qui nous intéressions à la technologie, etc. Mais en fait, demain, et c'est là-dessus qu'on pousse, c'est que dans une entreprise, tous les juristes seront partiellement augmentés. Et les juristes qui n'auront pas cette appétence, en tout cas potentiellement technologique, auront peut-être plus de difficultés à évoluer et seront de plus en plus en décalage avec les besoins
de leurs clients. Et donc du coup voilà, ça c'était rapidement mon parcours. Et puis j'ai eu des cours du coup à l'ESFD, dans l'école du barreau, Paris, Versailles, Paris-Saclay, Stanford, dans pas mal d'établissements. Donc voilà, un parcours initialement, on va dire, traditionnel, qui a su, en tout cas peut-être, évoluer au fur et à mesure. Et en fait, aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens, quand on parle de juristes augmentés, ils se disent c'est des gens qui sont technophiles de base, c'est des gens qui s'intéressent, ont une appétence particulière dès l'origine, des ingénieurs, etc. Franchement, absolument fake news. Moi, à la base, je suis tout sauf technophile, c'est-à-dire que tu me demandais de faire un tableau Excel avec ne serait-ce des multiplications, c'était compliqué. Donc voilà, j'étais pas gamer non plus pour un sou. Et donc du coup voilà, on ne naît pas juriste augmenté, on le devient. Et aujourd'hui, en fait, on peut être augmenté. Demain, la fonction de juriste sera, ou d'avocat sera augmentée à plein de choses. Augmentée à la technologie. Donc comment travailler plus efficacement. Comment toi, dans un cabinet d'avocat, tu vas peut-être standardiser les choses que tu fais pour éviter de recommencer, de recopier tout le temps la même chose. Comment tu vas adresser différemment tes clients, peut-être par des produits d'appel sur ton site web, peut-être proposer des services à la fois en ligne et à la fois physique. Augmenter aussi à la communication, à la manière d'adresser le client. On parle beaucoup de legal design, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Le legal design, en fait, c'est comment tu vas communiquer avec tes clients. Si c'est un cabinet d'avocat, tes clients à l'extérieur, si c'est une entreprise, tes clients dans l'entreprise, comment tu vas communiquer avec eux, puis comment tu vas communiquer avec eux différemment, et tu vas rendre aussi plus accessible le droit. Le cas échéant par des visuels, des infographies, des vidéos. Moi, on peut dire que j'étais aussi un petit peu augmenté à la communication, parce que comme ça, je suis aussi créateur de contenu sur YouTube depuis 3 ans, où je crée du contenu, je teste les legal tech un petit peu comme des jeux vidéo. Donc voilà, donc l'idée c'est de rendre pédagogique aussi ce sujet. Et puis donc du coup il y a plein de manières en fait aujourd'hui d'être augmenté. Et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce que beaucoup de gens disent parfois en fait à quoi ça sert, moi j'ai pas envie, moi je fais mon métier classique, c'est gadget, pourquoi je ferais ça? En fait, moi je suis pas pour la technologie, pour la technologie. Je suis pas convaincu que ça serve à quelque chose de manière générale comme ça. En fait, ça sert à rien de se dire on va s'augmenter pour s'augmenter. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, il faut changer parce que le monde change. Le contexte est différent. Vos modes de consommation de l'information, à tous dans la vie quotidienne, des services, sont différents. Vous ne recherchez plus un hôtel comme on pouvait le faire avant sur Internet. Vous n'accédez plus, vous ne commandez plus dans des restaurants, vous ne faites plus des réservations comme vous le faisiez avant. Aujourd'hui, le mode de consommation des gens évolue. On veut tous dans la vie des services qui soient plus rapides, plus efficaces, plus directs et plus clairs. Et en fait, c'est parce que le monde change que le monde des avocats et que le monde des juristes doit changer aussi. Et on le constate quand on regarde généralement les chiffres. Aujourd'hui, quand même, par exemple, en entreprise, il y a à peu près 75% des clients internes, donc des commerciaux, etc., qui n'ont pas confiance dans le juridique. C'est quand même un petit peu compliqué. Qui trouvent que les analyses juridiques sont trop complexes, ne sont pas assez claires, sont parfois trop lentes. Pareil, pour un avocat, c'est la question du prix. On est aussi potentiellement, beaucoup de gens considèrent que le service est parfois cher et ne mérite pas son prix. Et donc en fait, ces évolutions des besoins des gens, de nos clients, fait que par la force des choses, on doit être amené à se poser la question de ok, est-ce qu'on traite suffisamment bien
est-ce qu'on traite suffisamment bien nos dossiers? Est-ce qu'on est suffisamment efficace? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire, un autre service à proposer? Et en plus, à côté de ça, ce qui est un peu dommage, c'est que la concurrence, elle bouge. On a vous êtes déjà, en tant qu'avocat, par exemple, il y a à peu près 70 000 avocats en France, dont la moitié à Paris. Ça augmente tous les ans, avec plein de gens qui font globalement la même chose que vous. Les avocats en droit social, en droit des affaires, etc., en droit pénal, voilà. La concurrence interne. En plus, il y a des experts comptables qui arrivent, qui sur le marché des PME, des startups, commencent à griller de plus en plus de parts de marché parce qu'ils sont assez compétitifs. Il y a des legal tech qui sont là, des legal staff, des contrats, etc., qui eux aussi vont grappiller sur le marché des startups ou des petits conseils, des parts de marché. Il y a des syndicats, il y a des associations de consommateurs, etc. Et donc on se retrouve dans un tenaille, en fait, de plus en plus, alors que l'avocat avait un quasi-monopole il y a quelques années sur le droit. Aujourd'hui, l'avocat se retrouve en tenaille entre pas mal d'acteurs. Et donc, du coup, tout ça fait que il faut se différencier. Il faut être plus compétitif que ses concurrents. Et être plus compétitif que ses concurrents, tout simplement, c'est potentiellement aborder sa manière de produire, par exemple, le juridique différent. Aujourd'hui, il y a des solutions, par exemple, qui permettent d'automatiser une partie de ton processus contrat, qui te permettent de modéliser, par exemple, des réponses juridiques standardisées par rapport à pas mal de cas. Il y a des solutions digitales qui permettent en tout cas d'apporter de rechercher plus efficacement l'information, la solution. Et en fait, dans l'évolution du contexte dans lequel on est, c'est important de se dire que tous ces outils, ce sont des outils pour les avocats, pour les juristes, pour leur permettre, vous, tout simplement, d'être plus compétitifs, d'avoir peut-être des prix qui seront plus abordables sans vous prostituer sur les honoraires, de restituer plus rapidement l'information par rapport à vos clients, parce que vous n'aurez pas à tout reprendre depuis le début, au fur et à mesure, et aussi potentiellement d'être plus visible. C'est ça aussi, c'est-à-dire que et plus apprécié. Par exemple, avec le legal design, qui est on va dire une manière, les avocats aujourd'hui qui font du legal design sont plus visibles sur les réseaux sociaux. Ils sont plus visibles aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, si demain vous voulez être juriste d'entreprise, maîtriser les codes du legal design, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant, parce que au fur et à mesure, vos clients internes, les commerciaux, les acheteurs, etc., ils vont finir par se dire en fait, mon juriste, il est sympa, et puis je comprends ce qu'il dit, et sa réponse, elle est directement applicable, et c'est clair, et ça me donne envie. Ce qu'il faut, c'est de donner envie, en fait. C'est de donner envie. Et concrètement, voilà, c'est... aujourd'hui, vous êtes étudiant en droit, voilà, je pense que vous êtes beaucoup... vous faites beaucoup de par cœur, non? Un petit peu. Il y a quand même pas mal, moi je le vois, mine de rien, vous recevez, on me demandait de connaître les arrêts en droit administratif, on me demandait pas mal de choses comme ça. Et le truc, c'est qu'il y a à peu près un code qui sort tous les ans, en termes de taille. Autant à l'époque, quand il y avait le code Napoléon, on arrivait plutôt bien à se débrouiller, on pouvait connaître l'information, les articles, etc. Vous, Stéphane, vous l'avez connu, le code Napoléon, c'était dans votre jeunesse. C'est ma date de naissance. Hein. Bah oui, c'est ça. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Et vous, du coup, c'était Charlemagne. Et du coup, et en fait, aujourd'hui, maintenant, il y a tellement d'informations juridiques qui sortent que l'apprentissage par cœur stricto sensu devient compliqué, et il faut avoir les bons outils pour aller chercher l'information. Et en tant qu'étudiant en droit, vous devez, dès la fac, vous former à tous ces outils, que ce soit à Doctrine, que ce soit, tous les éditeurs Doctrine, Francis Lefebvre, Prédictis, tous ces outils qui permettent d'aller chercher l'information plus efficacement, de savoir sur quoi
on va tomber parce que ça devient la responsabilité du juriste. Et de la même manière, on a parlé beaucoup de justice prédictive il y a quelques années, tout ça. Enfin, globalement, ce terme a été plutôt... on se met d'accord pour faire... Tout le monde s'est mis d'accord pour dire que ce n'est pas réellement le cas, mais il y a pas mal de solutions qui permettent, à partir de statistiques, de probabilités, par exemple Case-Analytics, par exemple Predictis, d'avoir des estimations sur tes pourcentages de gagner ou pas un dossier, une affaire, en fonction de tes critères d'âge, de localisation, de type de métier, de fait, de partie, etc. Et en fait, tous ces outils-là ne viennent pas concurrencer le métier de juriste, mais viennent, je dirais, de manière générale, beaucoup plus t'aider, toi, dans ton analyse, dans ta décision et dans ton argumentation. Moi, je rêverais que demain, enfin, c'est le cas déjà, mais que demain en contentieux, vous dites, voilà, regardez, voilà globalement, dans votre juridiction, les résultats, les probabilités pour ce type d'affaires, regardez, votre décision, globalement, doit suivre, Monsieur le Président, ces éléments, doit suivre cette tendance. De la même manière, parfois, vous allez vous retrouver avec des clients qui sont un peu casse-pieds. Je préfère être honnête, ça peut arriver. Les clients casse-pieds, ça peut arriver. Qui disent non, je vais y aller, je vais aller saigner mon employeur, ou ma femme, ou mon ex-femme, c'est une connasse, il faut que je prenne tout, etc. Voilà, il y en a qui sont arc-boutés, qui ne veulent pas t'écouter, qui veulent aller jusqu'au bout. Parfois, en lui montrant que statistiquement, il a plus de chances de gagner ou de perdre cette affaire s'il ne négocie pas, ça peut être des outils pour aussi vous calmer le client. Donc il faut, dans votre approche demain d'avocat, réussir à maîtriser, du moins à connaître les outils digitaux qu'il y a sur le marché et savoir les utiliser. Là, j'ai parlé d'outils de recherche, documentaire, mais il y a des outils aussi en matière de productivité, c'est-à-dire, voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, d'automatisation, de rédaction de contrats. Il y a des outils qui étaient en entreprise, vous pouvez réussir même à paramétrer des petits legal bots, ça je le vois de plus en plus même à l'école d'avocat, dans mes étudiants, il y en a qui paramètrent des petits chatbots légaux qui vont répondre directement à certaines questions standards, qui vous permet d'éviter tout simplement de perdre trop de temps au téléphone à poser et répondre aux mêmes questions. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a, comme tout à l'heure, j'avais parlé du legal design. Et en fait, c'est pas simplement. Je pense que ça, c'est votre responsabilité un peu à toutes et à tous. Et il y a beaucoup d'opportunités à saisir par rapport à ça. Moi, j'ai eu la chance d'arriver sur ce marché un petit peu avec la génération dans la première génération, en tout cas de la Legal Tech en 2018, qui fait que du coup j'ai pu bénéficier d'une visibilité qui était assez grande par rapport à ça et positionnée. Mais demain, là actuellement, je vois par exemple en entreprise, le poste de LegalOps, qui est celui que j'occupe en cabinet d'avocat, en entreprise, aujourd'hui, il y a de la demande, il y a de la recherche par rapport à ça. On va chercher des juristes qui soient capables de comprendre des besoins technologiques, d'implémenter des solutions digitales dans le droit, de communiquer différemment avec les clients internes, de mieux gérer la stratégie peut-être de sourcing de la direction juridique, d'avoir une bonne approche du knowledge management. Aujourd'hui, c'est des postes qui sont demandés et on prend des jeunes. J'étais juste hier, j'étais chez Conto, qui est la banque en ligne, Victoire, 22 ans, Head of Legal Ops de Conto, qui a fait ses stages en Legal Tech, et là qui cartonne, qui explose, et les plus grosses boîtes en ce moment veulent la chercher. Elle a 22 ans. Il y a Tiffany, mon âge, pareil, directrice Legal Ops chez Pernod Ricard. La première directrice, elle a 30 ans, c'est la première directrice juriste qui a moins de 40 ans. Et pareil, moi, chez EY, je suis directeur de département, les autres directeurs de département, ils ont 45 ans. Aujourd'hui, en tant que jeune, si vous maîtrisez ce sujet-là, il y a des opportunités et vous pouvez vous positionner. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, top. Je parle là du poste par exemple de LegalOps, qui est un nouveau métier, mais même en tant que juriste, de manière générale, de base, maintenant, dans les cabinets d'avocats, si vous arrivez avec des skills et des compétences un petit peu, notamment tech ou legal design, etc., vous passez avant les autres sur la pied. C'est partie maintenant des demandes, des critères de recrutement. Moi, je vois dans les boîtes, actuellement, que je conseille, il y a un vrai sujet 3
trouver, enfin, HR management, enfin, en tout cas, trouver des bons talents. Et les juristes, droit des affaires, IP ou autre chose, qui maîtrisent ces sujets, demain, dans les stages et dans tout, ils sont au-dessus de la pile. Ça, c'est quelque chose qui est indubitable. Parce que c'est une demande qui est très forte du marché, et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des opportunités pour travailler, en tout cas pour vous positionner de manière très opportuniste, et en plus, le marché, il est prêt. Autant à mon époque, moi, quand j'étais à l'école d'avocat et que je disais, oui, je m'intéresse à la tech, dans le droit, tout ce truc à faire, il y avait, je me souviens, le premier jour d'école, le directeur, il m'a dit, Monsieur Sauzet, vous déshonorez la profession d'avocat. Premier jour à l'école d'avocat. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je donne des cours dans cette école et j'ai créé le programme de digitalisation de l'école. Pareil, à l'ESND, on a créé le premier parcours LegalOps. C'est-à-dire qu'on a 10 à 20 heures de cours de LegalOps, qui est un truc gigantesque qui n'a jamais été fait, un programme international avec des profs qui viennent, en tout cas moi de mon équipe EY, d'Angleterre, de Suisse, du Pays-Bas, etc. Enfin voilà, c'est première fois. Il y a des choses aujourd'hui, là, en tout cas ça bouge, et vous ne serez plus regardé négativement par rapport à ça, il n'y a plus ce côté d'ubérisation. Et pour vous former, en tout cas si vous voulez développer vos compétences, à partir de maintenant, il y a plein de choses à faire. Il y a des formations, il y a le SND, comme tu l'as dit, mais il y a aussi par exemple l'EDEC, qui est une école de commerce à Lille. Si vous êtes avocat, l'école du barreau de Strasbourg, par exemple, a axé tout le parcours de l'école d'avocat sur les nouvelles compétences, sur la tech, sur le legal design, sur la communication, etc. Il y a l'école du barreau de Paris, qui a le lab de l'ESB, qui n'est pas exceptionnel, mais qui font ce qu'ils peuvent par rapport à ça. Il y a des formations privées, il y a la Legal Tech Academy par exemple, il y a des formations privées. Il y a pas mal de choses, pas mal de moyens de se former. Il n'y a pas encore de master. Ici, à Montpellier, il y a des Legal Tech, que j'ai cofondé, qui est partenaire avec Stanford. Et donc concrètement, c'est un DU full e-learning dédié à Legal Tech avec des profs de Stanford et de Paris. Et pour vous connecter à la Netflix, c'est full distanciel, etc. Et vous pouvez vous former par rapport à ça. Excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Je rebondis sur Montpellier parce que c'est actuellement le projet, en plus de l'EDEC, avec qui nous allons probablement avoir beaucoup d'échanges, c'est notre projet en cours avec M. Benoît Longchamp. Okay. Nous ont rencontrés au salon des transformations numériques. Ils ont été très intéressés par cette option que nous avons prise. Et on est en train d'établir des ponts avec eux. Voilà. Ils sont top. Voilà, merci. Ils sont top. Il y a le DU Legal Tech d'Assas aussi. Il y a un DU à la Sorbonne, je ne sais plus quel est son nom. Donc, pardon? Ok. Tu le fais? D'accord. Et donc, tu vois, autant, c'est fou à quel point ça va vite. En 2018, quand je me suis lancé, 2017, il n'y avait rien. Là, il y a une dizaine de formations. C'est génial. Vous arrivez à la meilleure époque, au meilleur moment. C'est-à-dire que nous, on était forcés de regarder des tutos en anglais de mecs aux États-Unis où je comprenais un mot sur deux et ils allaient parler aux gens, etc. Enfin, là, maintenant, vous avez des formations avec un écosystème de structure, avec des intervenants qui sont de qualité. Et même sur Internet, tu vois, par exemple, moi, je ne suis pas de la pub, mais si vous voulez voir ma chaîne YouTube, Arthur Sauzet, abonnez-vous. Et en gros, j'ai 70 vidéos où j'explique globalement, je montre la technologie, je donne des conseils par rapport aux études pour les étudiants, sur les compétences, sur tout ça. J'ai pas mal de vidéos accès aussi direction juridique, cabinet d'avocat. Donc sur ces sujets-là, donc il y a de la formation gratuite. On peut sensibiliser gratuitement. Moi j'ai pas mal de mes clients aujourd'hui m'ont connu par YouTube, la plupart. Et quand je dis clients, c'est directeur juridique, CAC 40, machin, etc. qui se sont formés, sensibilisés par rapport à ça. Donc il y a des choses quand même possibles à faire. Et surtout, la meilleure chose à faire, si vous voulez en tout cas vous former, c'est discuter avec les gens. Indépendamment des cours, des compétences. Aller dans des salons comme ça, là tu parlais des rendez-vous de transformation du droit. Bah en fait, ça c'est un truc qui est ouf. Tu as plein de congrès, c'était au Palais des Congrès le 17 et 18 novembre dernier, qui est un gros congrès qui regroupe tous les acteurs de Legal Tech, etc. Et des conférences machin, allez à ce genre d'événement, pareil aux gens. Moi je sais que quand je me suis lancé, quand je m'intéressais au sujet, au début j'y connaissais rien de ouf.
Et j'avais parlé à la fin des conférences aux gens, poser des questions, etc. Je contactais des gens par LinkedIn. Vraiment, il faut sortir de sa zone de confort, sortir de chez soi, pas hésiter à se confronter des acteurs. Et aujourd'hui, peut-être que vous y connaissez rien, mais moi, vraiment, il y a quelques années, j'y connaissais rien. J'avais zéro compétence là-dessus. Juste que j'avais développé le truc du ministère de la Justice, la plateforme. J'avais fait un truc avec des mecs, et il s'avère que j'étais le premier avocat à avoir fait un truc là-dedans. J'ai été exposé médiatiquement assez fort. Du coup, les gens m'appelaient pour des conférences, des trucs. Je parlais de trucs, je n'y connaissais rien. Vraiment. Et tu apprends au fur et à mesure. En fait, il faut vraiment se décomplexer. En fait, en droit, on est très hard skills. On est très en mode j'ai mes compétences juridiques, je maîtrise ça, ça, ça. Et vous avez un syndrome de l'imposteur sur tout ce que vous avez appris par cœur avec un plan grand A, petit A, B, 2, etc. Oubliez ça. Vraiment, oubliez ça. Vous avez largement les compétences d'apprendre des choses et de comprendre autrement. Ce qu'il faut, c'est être à l'écoute et écouter. Poser des questions. Le meilleur mindset dans le monde qui évolue, c'est vraiment, soyez sur les réseaux, voyez ce qui se passe, ce qui bouge, soyez à l'affût, écoutez, contactez des gens, apprenez au fur et à mesure. Il ne faut pas se prendre la tête. Si déjà vous faites ça, vous serez meilleur que 80% des gens. Et donc moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est en tout cas ça l'approche qu'il faut avoir demain. Voilà. Formez-vous par vous-même dans des écoles, peut-être, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Soyez à l'écoute, soyez ouverts, remettez-vous en question aussi sur vos compétences. Dès qu'il y a une nouvelle matière qui sort, des trucs, réfléchissez comment vous pouvez l'exploiter. Enfin, il y a plein de... Aujourd'hui, vous êtes vraiment à un moment qui est topissime de votre... Vous arrivez au meilleur moment. Où les marchés commencent à être matures, il y a tout qui se consolide, vous avez juste à le cueillir et à le prendre. Franchement, vous êtes en licence ou en master, vous avez largement le temps de vous former, et là vous exploserez. Donc voilà. Donc désolé, j'ai été un peu long. Merci tout le temps pour les questions. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup Arthur. Effectivement, je pense que cet exposé a un peu débordé du temps prévu, mais est-ce qu'on a encore du temps pour qu'on puisse poser des questions? Merci beaucoup à l'organisation de l'idée. Donc je pense que là, le moment, le temps fort pour vous, c'est de poser des questions à Arthur. Je le remercie d'abord sincèrement de cette présentation, de ce que nous avons compris à l'ESMD aussi. Puisque si l'ESMD existe, c'est parce que nous aussi, nous avons compris qu'il fallait que pour les étudiants en droit, il y ait quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit très en rapport avec les entreprises. Et la présence de nos étudiantes et étudiants ici, que ce soit de B1 à M2, prouve que l'approche que nous avons eue est aujourd'hui une approche qui est saine et qui apportera encore quelque chose d'encore plus fort pour les futurs juristes de demain. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent... Oui, vous êtes là. Hein. Et pour la petite histoire, on a aussi ouvert à l'international, à l'ESMD. Est-ce qu'il y a des étudiantes et étudiants qui viennent de l'international? Non. Alors on a ouvert aussi à l'international. Oui, merci d'être présente. Nous avons effectivement ouvert à l'international et nous avons la première promotion qui vient de nombreux pays francophones. Et nous avons été très touchés à l'ESMD et ravis d'harmoniser nos équipes et nos classes avec des étudiantes qui viennent du Cameroun, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, peu importe, plein d'autres pays. Et l'intégration s'est merveilleusement passée, ce qui prouve que là encore, on a raison de ne pas rester franco-français et de montrer que le droit, en tout cas, est quelque chose d'universel également. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, est-ce que je passe le micro ou vous êtes... Alors, viens prendre le micro. Tu passeras au fur et à mesure le micro aux interrogations. Voilà. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. Je trouve qu'elle est très instructive. Alors moi, je voulais savoir quelle formation on doit faire pour devenir un juriste augmenté et en fait, et comment on peut le devenir. La formation, je pense que j'ai plutôt expliqué. Je pense que voilà, je l'ai plutôt expliqué. Il y a, que ce soit aujourd'hui, c'est pas mal de DU comme je l'ai expliqué. Puis
Puis surtout, voilà, être ouvert et s'intéresser. Je pense qu'il faut s'intéresser à tout, tout simplement. Il faut s'intéresser. Déjà, c'est la première chose à faire. Et sortir. Ah, il y a d'autres questions. Merci Arthur. Moi j'ai eu l'occasion déjà de t'écouter, donc je trouve très pertinent tes informations. Tu étais dans la promo de cette année? Non, de 2021. 2021 avec Valentine, c'est ça? Non, pas avec Maverick. L'année d'avant encore. Avec Maverick, oui, Okay. c'est ça. Moi j'avais une petite question sur l'avenir des directions juridiques. Est-ce que tu trouves qu'il y a un vrai effort de fait ou c'est encore là les prémices? Comment tu vois l'avenir des directions juridiques et aussi des cabinets d'avocats sur tous ces process d'automatisation? Est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment des efforts de fait à ce niveau-là ou est-ce que ça reste assez difficile? Alors moi je suis très optimiste sur l'avenir des directions juridiques et je suis très pessimiste sur l'avenir des avocats. Vraiment. En direction juridique aujourd'hui il y a une maturité, il y a une compréhension, il y a un recul, ils arrivent à investir, c'est-à-dire qu'ils recrutent les bonnes personnes pour mettre en place les projets. Ils intègrent des choses qui sont assez intéressantes, il y a des résultats, des cas d'usage qui sont bien, et les directions juridiques sont vraiment en train de, je trouve, prendre une grosse place et de renforcer leur influence dans la société en général. Même quand on voit à l'époque les réunions avec Dupond-Moretti ou les trucs, etc., il y a quelques années, c'était le CNV, etc., qui était en tête et les directions juridiques derrière. Là, ça devient l'inverse. Les directions juridiques, Sacre Montesquieu commence à prendre plus d'influence que le CNV, etc. Donc on est sur une phase assez intéressante. Et les cabinets d'avocats, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés auprès d'eux, d'évangélisation, de prise de conscience, etc. Le problème, c'est que les avocats beaucoup sont assez radins, ont du mal à investir dans les projets, ne trouvent pas le temps de le faire, ne mettent pas les bonnes personnes, et qui fait que les projets, soit ils les mettent en place, soit ils se passent. Donc là, ça devient un peu compliqué. Sauf dans des gros cabinets comme le mien, où là en fait ils ont des moyens, mais on n'est pas sur. On ne représente pas, on n'est pas représentatif de la profession d'avocat. Cabinet comme EY, voilà, on est plusieurs milliers d'avocats dans le cabinet, voilà, c'est une ancienne entreprise, si vous voulez. Donc c'est donc pas pareil. Mais moi je pense qu'il y aura vraiment dans les avocats, les écarts de richesse vont s'accroître puissance 10. On aura des avocats qui seront très très riches, des avocats qui seront très très pauvres. Et je pense que tous ceux qui ne vont pas réussir à faire le switch, de revoir leur offre, d'adresser les clients différemment, il y a beaucoup qui vont se retrouver sur le terrain. Et je pense même dans le pénal, etc., il y a des trucs à faire. Des trucs à faire sur des plaintes en ligne, sur machin, sur tout ça, sur des produits d'appel à créer, il y a plein de trucs à faire. En droit de la famille, des choses aussi intéressantes, sur des calculs automatiques, des questions compensatoires, etc., des trucs, enfin, je pense qu'il y a des... Et voilà, donc là, je pense que chez les avocats, ça va être de plus en plus tendu et difficile. Entre ceux qui... Bon, les riches seront plus riches, les pauvres seront plus pauvres. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors si vous permettez de passer le micro, on vous passera le micro derrière. J'avais juste une question concernant les nouveaux outils justement à mettre en place. Est-ce que c'est à nous, futurs juristes, de les mettre en place, ou est-ce que c'est quelque chose qui se met déjà en place au niveau des entreprises? Bah, moi, c'est un peu les deux, mais ça marche pas. Mais c'est à vous de pousser, c'est à vous de mettre l'impulsion, et puis après derrière, il faut des gens pour les mettre en place. C'est-à-dire que tu peux passer par des mecs en interne, en externe comme moi, qui vont mettre en place dans ton entreprise des outils, des process, mais si en interne, tu n'as personne pour être l'ambassadeur de truc, pour accompagner le changement, ça ne marchera pas. Parce que concrètement, ce qui compte, c'est vraiment, notamment sur la question du LegalOps, c'est l'accompagnement du changement. Il y a plein de juristes aujourd'hui qui sont pétrifiés par ce qui se passe. Là, j'interviens dans une banque mardi prochain. Il y a des juristes qui sont pétrifiés, ils pensent qu'ils vont être virés, que leur poste est fini, qu'ils ne savent plus rien, parce qu'ils font tout le temps la même chose, les mêmes tâches. Et non, on est là en interne, il faut des gens pour leur expliquer qu'au contraire, plutôt que de faire 10 fois les mêmes choses tous les jours, peut-être que l'administratif, trop de process, peut-être que là vous ferez plus de conseils, vous irez plus d'événements avec d'autres services, vous ferez votre métier un peu différemment, et ce sera mieux. Je pense qu'il y a, et ça c'est qu'en interne qu'on peut le faire. Il faut des gens pour pousser et accompagner le changement. Alors, si tu peux une autre question. Merci. Bonjour, je vous remercie pour vos présentations. Pour rebondir sur l'avant-dernière question,
Aujourd'hui, j'ai compris, Arthur, que, enfin, vous d'ailleurs, si je peux vous voyez, que vous n'avez... Ok, voilà, je te tutoie. Que tu as très peu ou pas exercé en tant qu'avocat à la suite de ton barreau. Je suis avocat. Oui, mais chez EY, tu es juriste en soi. Non, là je suis avocat. D'accord, ok. En fait, Donc, ouais, vas-y, pose la question. Ok, parce que juste simple aparté, moi je suis alternante en droit social chez Enedis. Je fais un master, comme tu as fait, droit social et gestion des ressources humaines. Personne n'est parfait. Non, non, ok. Et j'hésite à passer le barreau parce que je me vois pas spécialement exercer en tant qu'avocat, mais je pense qu'en tout cas, c'est une certification supplémentaire en tant que juriste. Et j'aimerais savoir comment toi tu fais valoir cette certification dans ton domaine. Enfin, forcément, maintenant que j'ai compris que tu étais avocat et non simple juriste, voilà. Mais est-ce que tu conseilles, même en ayant la volonté d'exercer dans une direction juridique, est-ce que tu penses que c'est un véritable plus d'avoir la certification d'avocat? Déjà, je trouve ça bien que tu te poses toutes ces questions. Voilà, je vais revenir sur déjà pour mieux clarifier ma situation, parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair aujourd'hui, puis après je réponds à ta question. Donc en fait, moi j'étais avocat en droit social chez le projet IATEC en 2018-2019. Après j'ai quitté le barreau pour monter la boîte. Et là je suis revenu en tant qu'avocat chez EY pour faire du LegalOps. Mais je suis avocat, je ne suis pas juriste. Et dans les cabinets d'avocats, demain, enfin les départements LegalOps, comme il y a Suite Compliance, comme il y a APIT, comme il y a Corporate Law, etc. Pour moi, le LegalOps, et on y va par là, c'est le cas d'Angleterre depuis 10 ans, c'est une expertise d'avocat. Donc notamment, enfin voilà, donc voilà, mais je communique pas forcément sur le fait que je suis avocat sur les réseaux, parce que pour beaucoup de clients, ça veut dire escroc. Donc je préfère rester voilà, plutôt neutre, mais je suis avocat. Et tu posais la question de passer le barreau, c'est une bonne question, et j'ai pas aimé ton expression simple juriste, parce que en fait pour moi, les juristes ont autant de valeur que les avocats, c'est juste des choses qui sont très différentes. Il n'y a pas de, pour moi, le métier de juriste est un très très beau métier, et comme celui d'avocat, c'est juste que voilà, on est sur des choses qui sont différentes. Et moi, j'ai tendance à dire que passer le barreau, c'est bien, pas simplement parce que je l'ai fait, mais pour plein de raisons. C'est qu'on parle de plus en plus de grandes professions du droit, avec des ponts entre les professions. Et moi, je pense que demain, il y aura, voilà, dans des parcours, tu iras en cabinet, tu repasses en entreprise, tu repartiras en cabinet, tu fais un truc comme ça. Enfin, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ils ont vocation, mais c'est la politique actuelle, de fusionner de plus en plus les professions. Donc, avoir le petit titre d'avocat est toujours pas mal. Parce que demain, en plus, tu auras l'avocat entreprise qui passera sûrement, qui a été annulé il y a quelques années, et qui va revenir. Et ça va arriver. Et du coup, dans ces cas-là, le titre d'avocat aura pas mal de valeur en entreprise parce que du coup, tu auras le tampon du secret professionnel. Et donc, du coup, c'est sûr qu'ils seront plutôt contents d'avoir les avocats. Après, est-ce que tu en seras plus compétente parce que tu es avocat? Non. Tu seras pas forcément. Enfin, mettons que tu es en entreprise et que tu passes le barreau avant, tu ne seras pas forcément, en termes de compétences pures, pas forcément meilleur. Mais tu seras. Ça pourra t'aider à positionner. En termes de négociation de salaire, tu arrives à négocier ton salaire quand tu es avocat en entreprise si tu as exercé quelques années. C'est-à-dire que tu deviens avocate, par exemple droit social, tu exerces quelques années, tu pars en direction RH, là tu peux négocier plus positivement ton salaire que si tu étais resté juriste, etc. L'avocat permet de faire un switch, qui peut être intéressant, mais il ne faut pas le faire trop tôt. Après, tu peux le passer, exercer, et quand même tu ne passes pas, enfin en soi ça ne t'empêche pas d'avoir une belle carrière, mais je pense que le droit social c'est une matière qui est assez perverse, parce que c'est une matière qui enferme. C'est-à-dire que tu n'es pas rattaché à la direction juridique, tu es rattaché à la direction RH, souvent, et donc c'est parfois compliqué d'évoluer. Peut-être que passer par le barreau te permet d'être proche d'autres matières légales, etc. Donc à voir. Ouais, non, moi je pense que c'est pas obligatoire. Mais si tu l'as, ça, en fait, tu ne veux pas être desservi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame.
Merci. Pas de problème. J'avais pas. Vous n'étiez pas le même. Aucun problème. Salut, ouais. Déjà, merci Arthur pour ta présentation. Moi, pour le coup, j'ai eu le barreau hier, donc je suis plus. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis plus destiné, en tout cas pour l'instant, à exercer en tant qu'avocat dans le futur. Et je voulais savoir, parce que justement, tu disais que, à part peut-être les Big Four et les cabinets entreprises, on va dire, avec des gros moyens, qui eux peut-être font l'effort pour créer des départements de legal ops, etc. Mais les plus petits cabinets, comment tu penses que la force, d'où la force de proposition peut venir? Est-ce que c'est par exemple un nouveau collaborateur qui peut arriver dans un cabinet et dire moi je pense que, peut-être avec un peu d'ego, mais moi je pense qu'il faudrait peut-être développer ce point-là ou faire ceci, cela, ou est-ce que c'est directement auprès des associés que le travail doit être fait en interne Non, c'est très vrai. Enfin, j'ai fait un schéma grossier à la louche, mais ce que je vois par contre, c'est qu'il y a des petits cabinets qui sont très malins et qui se développent parce qu'ils font des choses un petit peu iconoclastes. Donc c'est pas que des gros vs que les petits, il y a pas mal de petits cabinets qui se développent de ouf. Donc ouais, moi je pense que évidemment après ça dépend du cabinet, ça dépend de l'associé, ça dépend avec qui tu tombes, etc. Mais globalement, toi en tant que jeune collab, arriver faire une proposition d'un cabinet et proposer de mettre en place, en tout cas de travailler sur un projet de transformation partielle du cabinet, c'est quelque chose qui peut être hyper bien vu et c'est souvent comme ça que ça prend en fait. C'est-à-dire que c'est un jeune collab ou le stagiaire OFB qui en ce moment dans les petits cabinets, dans les petits, moi chez Baden-Burg, on m'avait demandé de faire ça aussi, mais qui insuffle ces projets et je pense que ce qu'il faut c'est, et ça peut même faire l'objet si toi tu es en stage, d'une partie de ton stage. C'est-à-dire tu te dis voilà par exemple notre objectif c'est par exemple, j'en sais rien, t'es dans quelle matière? Droits des affaires en général. Notre objectif c'est par exemple peut-être d'automatiser la création de boîtes avec pack d'actionnaires, machin, etc. Et on va packager ça, et proposer une offre, une action psy, peut-être que, tu vois, ça peut être un des projets durant le stage qui peut être intéressant à faire. Donc moi je pense que là-dessus, les petits cabinets peuvent être assez ouverts. Et pour le coup, les petits cabinets qui marchent bien, par exemple quand c'est Paul, qui cartonne, qui est hyper processisé, organisé, hyper tech, il y en a d'autres aussi. Par exemple, petit cabinet, un exemple. Vous connaissez Benjamin Mérès? Benjamin Mérès, c'est un avocat, à la base il était pénaliste, et finalement il s'est dit il y a du business à faire en droit aérien. Et il s'est occupé de tous les retards, annulation de vol. C'est-à-dire que dès que tu as un retard avec ce vol dans l'Union européenne, tu as une circulaire européenne, ou je sais plus quoi, enfin je sais plus si c'est une question de circulaire, parce que je connais vraiment rien en Europe. Pardon? Un règlement européen, voilà, c'est ça, exactement. Qui propose des trucs forfaitisés, en tout cas en cas de retard. Et lui, il a automatisé tout le contentieux de ça, tout seul. Son cabinet, en 2 ans, il fait 3 millions de chiffre d'affaires. Il est tout seul. Il fait les dossiers, 40 € le dossier pour les clients. Parce qu'il est hyper efficace et hyper rodé. Et là, il lance la même chose en matière de contestation de points, permis de conduire, en matière d'annulation de casier B2 en pénal. Même système. Et voilà. Donc, les petits cabinets malins, l'avantage c'est qu'ils sont hyper flexibles, beaucoup plus faciles à bouger que les gros cabinets. Au cabinet, par exemple, là où je suis, c'est hyper compliqué de faire bouger. Moi, je mets les rames, mais les petits cabinets, on peut faire plus de choses, et si t'es bien faite et que t'as les dents, vas-y. Merci beaucoup. Dernière question, avec l'accord de l'organisation. Merci. Dernière question. On a dépassé de plus de 15 minutes. Bravo pour cette conférence. Le temps imparti, bravo. Dernière question. Oui. Il sera temps de parler après, en dehors de la salle de conférence, dans la salle où il y a tous les exposants, y compris les SMI, entre parenthèses. Allez-y. Bonjour, je suis actuellement en M1 et l'année prochaine droit social. Et l'année prochaine, je vais être en alternance. Et du coup, en ce moment, je réfléchis sur des entreprises à trouver, etc.
Et je me demandais du coup si ça existait des entreprises où, je vais peut-être en demander beaucoup, où en alternance je pourrais me retrouver à faire et du droit individuel, enfin des relations individuelles, et du droit collectif, et du contentieux, et peut-être du legal ops aussi. Est-ce que c'est possible un combo de tout ça ensemble, en droit social? Droit collectif, etc., contentieux, oui, je pense, évidemment, c'est sûr. Faire du legal ops en même temps, peut-être qu'il y a quelques trucs intéressants. Mais comme je dis, la difficulté, c'est qu'en droit social, c'est pas rattaché à la direction juridique, c'est rattaché à la direction RH. Et en fait, il y a, du coup, quand les legal ops, souvent, moi, quand je vais dans les boîtes, on fait tout sauf le droit social. Parce que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes directions. Donc c'est ça qui est plus compliqué. Et donc moi j'aurais tendance à... Ouais, je pense que ça doit exister. Tu m'enverras un message sur LinkedIn et j'essaierai de me mettre en relation avec une... C'est quoi déjà exactement ton prénom et ton nom? C'est Antoine comment? Arthur Sauzet, c'est pas Antoine. Non, Arthur. C'est pas Antoine. Arthur Sauzet. Ouais, S-A-U-Z-E. S-A-U quoi? Z-E. Ok. Et du coup, parce que je crois que je connais une personne qui a fait des trucs comme ça, donc qui travaille. Mais en entreprise, c'est plus compliqué. En cabinet d'avocat, tu pourras plus faire ça. Une alternance en cabinet d'avocat, ça se trouve? Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'étais en droit social, mon master en alternance, je l'ai fait chez Fidal. Voilà, avec un cabinet d'avocat. Et en start-up, c'est possible aussi ou pas? Alors, en start-up, tu seras un peu. Oui, des choses à faire. Dans les licornes, c'est assez intéressant. Tu vas dans les PayFit, dans les Conto, dans tout ça. Enfin, c'est des gros start-up, mais là, tu peux faire des projets hyper intéressants. Et là, ils bougent et ils font des choses. Et une bonne ambiance. J'ai une dernière question, parce que justement je suis un peu perdue pour où rechercher, mais je vais m'y mettre dès début de l'année prochaine. À part LinkedIn, où est-ce qu'on peut vraiment chercher les talents, les trouver et avoir les bons contacts? Tu sais, en fait, ce qu'il faut, c'est vachement long à expliquer, mais il faut avoir globalement, déjà, essayer de cibler où est-ce que tu veux, dans quel type de boîte tu veux aller. Et ensuite, une fois que tu cibles, renseigne-toi sur qui sont les gens dedans, tu contactes du monde, tu machin, il y a plein de techniques. Mais ouais, déjà, cible ton marché. Voilà, alors, juste pour vous répondre très rapidement, et après on a terminé, comme Arthur a très gentiment donné son lien, je peux donner un autre lien qui est le smdparisdroit.fr. Et nous avons évidemment des étudiantes et des étudiants présents ici qui sont déjà en entreprise. On a exactement une réponse partielle aux questions que vous vous êtes posées dans le cadre de notre deuxième année de master à l'ESMD, dans les nouvelles orientations dont a parlé Arthur et toute l'équipe qui travaille sur ces nouvelles orientations. Sans engagement, juste à titre informatif, effectivement, nous plaçons nos étudiants dans un cadre très précis pour toutes les nouvelles technologies et à tous les niveaux. Je ne cite personne, mais nous avons dans nos étudiants et étudiants une personne qui travaille même au ministère de la Justice dans un bureau important dans ce cadre-là en partie. Voilà. Et si ça vous intéresse, vous serez peut-être invité à une conférence que le ministère de la Justice donnera dans les locaux de l'ESMD en courant 2023 pour vous parler justement de ces interactions très importantes qu'il y a dans l'évolution des métiers du droit. Je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Merci beaucoup.